Ok, bienvenue sur le podcast. Bienvenue Chloé. Merci. Je pense que je vais en faire plusieurs heureuses parce qu'on m'a déjà demandé en fait. On a des filles qui m'ont dit «Ah, tu vas pas inviter Fit by Chloé et tout sur le podcast?» C'est celle qui m'a motivée à la musculation et tout. Donc bon, ben voilà, j'hésitais quand même à t'envoyer un DM parce que c'est vrai que je sais que tu as quand même un emploi du temps qui est chargé, tout ça. Donc, mais bon, t'as accepté, donc je suis contente. Ouais, ça fait toujours plaisir de faire des podcasts. Ah, cool. Première chose que je voulais aborder, c'est donc déjà ton nom sur Insta, c'est Fit by Chloé, tu vois. Donc je pense que tu as directement, quand tu as fait cet Insta, eu l'envie de partager, en tout cas, le fitness ou la musculation que tu faisais à l'époque. Mhm. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à vraiment euh, publier cette première photo en fait pour partager ton parcours? Alors, moi, j'ai commencé donc Instagram en 2016. Donc, ça faisait, je pense, 6 mois que j'avais commencé la musculation. Et pourquoi? Alors, honnêtement, je me souviens plus exactement mes motivations, mais je sais que le but au début, c'était juste pour moi, en fait. Pour moi, documenter, voilà, mon parcours. Je me disais, OK, je commence maintenant, j'aimerais garder une trace, en fait, de ce que je vais éventuellement accomplir durant mon parcours. Et comment t'es passé de OK, j'aime bien le fitness, j'aime bien la muscu, à ben pourquoi pas une compétition? Je vais essayer de faire une compétition. Alors, donc j'ai commencé la muscu en 2015 et j'ai fait ma première compétition, pardon, en 2019. Donc ça m'a pris quand même 4 ans, avant de commencer les compétitions. Donc c'est pas que j'ai fait, voilà, 6 mois de fit et je me suis dit: «OK, je fais une compète directe». Donc pendant les 2-3 premières années, c'était vraiment même pas envisagé du tout. Moi, je suis quelqu'un, on dirait pas, surtout de par mon métier, de par ma carrière, et cetera, mais je suis quand même quelqu'un de très introverti, de base très timide. Alors ça va mieux aujourd'hui, mais quand même de base, j'aime pas trop avoir tous les regards sur moi. Ça paraît paradoxal, je sais. Mais du coup, à l'époque, j'imaginais pas du tout, voilà, monter sur scène devant des milliers de personnes à moitié à poil. Mmh. Et en fait, bah voilà, après 3-4 ans de muscu, je me disais: «OK, j'ai quand même envie de me challenger et de voir ce que j'ai construit pendant 4 ans». Et à l'époque, je suivais aussi des youtubeuses et voilà, c'était un petit peu le tout début du body, enfin la démocratisation, on va dire, du body et c'est vrai que ça m'a donné envie et je me suis dit: «Ben, voilà, pourquoi pas essayer au final? C'est un bon challenge, j'ai envie de voir, de voir ce que ça peut donner, quoi». Parce que pendant ces 4 ans, du coup, t'avais pas de coach? Tu Non, faisais un peu toi, quoi? que moi, ouais, dans les 4 premières années et j'ai pris un coach seulement pour ma préparation au début, ouais. Et comment tu l'as choisi ton coach? Alors, donc moi j'ai été coachée par Steven Beaugrand qui est un coach de la Team Pro Physique. La Team Pro Physique a été créée par Paul Revelia et en fait, bah, justement je me suis comme je l'ai dit, je me suis entraînée pendant 4 ans toute seule, mais pendant 4 ans, je me suis aussi formée, on va dire, toute seule et Paul Revelia, j'ai regardé beaucoup ses vidéos en fait et grâce à lui, j'ai beaucoup appris sur, le la muscu, la nutrition et cetera et du coup, au début, je voulais être coachée par lui pour mes prépas, mais il avait pas de place à l'époque. Et donc, on m'a proposé Steven à la place. Je le connaissais pas du tout. Je me suis dit, bon, s'il fait partie de la team, je peux avoir confiance. Donc, j'ai accepté. Et je regrette absolument pas. Au final, je suis plus contente d'avoir été coachée par Steven que par Paul. Et je sais qu'à un moment donné, parce qu'évidemment, je t'invite sur le podcast et j'ai suivi toutes tes vidéos. Ça fait au moins, je sais pas moi, 5 ans que je te suis. Tu vois, tu avais 2000 abonnés quand je t'ai suivi sur YouTube, tu vois. Donc j'ai un peu tout suivi et je sais qu'à un moment donné, c'était, on va dire que tu voulais tenter de te qualifier pour l'Olympia. Ouais. Il y a eu un petit switch comme ça. Qu'est-ce qui a fait que tu te disais, OK, peut-être que finalement, j'ai les capacités d'aller jusqu'à l'Olympia, quoi. Alors, moi, de base, quand j'ai commencé les compètes, donc en 2019, ma première compétition, c'était vraiment juste pour moi. C'était juste un challenge. C'était juste me dire que voir ce que j'ai accompli, vraiment voir si j'aime ça aussi, parce que honnêtement, je pensais pas du tout aimer ça. Je pensais voilà, en faire une et me dire ok, j'ai fait, mais c'est pas pour moi. Et en fait, bah, j'ai eu des très bons résultats ma première année. Donc, première année, donc j'étais en IFBB élite plutôt. J'ai fini championne suisse. Je suis allée à une Diamond Cup à ma troisième compétition. J'ai fait quatrième. Et là, je me suis dit, ok, j'ai peut-être du potentiel. Et en plus, j'avais adoré ça. J'avais adoré ma prep. J'avais adoré les concours. Donc, je me suis dit, ok, je vais switcher en NPC parce que les critères me correspondaient plus aussi physiquement, j'aimais mieux le mindset, j'aimais mieux le posing, etc. Donc voilà, j'ai switché en NPC en 2020. Et à ma deuxième compétition en NPC, j'ai eu ma pro carte.
Et là, je me suis dit: «OK, je pense avoir du potentiel» et c'est en plus le but de base, c'était même pas forcément d'être pro. C'était Ouais. voilà, c'était je vais enfin, je l'avais en tête dans le sens où je me suis dit: «Je veux faire des compètes, voir où je peux aller». Mais c'est vrai que c'était pas l'objectif ultime de devenir pro. Donc quand j'ai vu que j'y arrivais assez rapidement, assez facilement, on va dire, je me suis dit: «Bah, voilà, si j'ai été pro à mon deuxième concours, pourquoi pas essayer d'aller encore plus loin?» Et du coup, à mon deuxième concours en pro, j'ai fini deuxième. Et là, je me suis dit: «J'ai manqué la qualification à l'Olympia pour seulement une place à mon deuxième concours en pro. J'ai potentiellement des chances de vraiment me qualifier». Parce que, ensuite, si je me souviens bien, donc tu avais réessayé, l'année d'après, c'est ça, hein? Non, C'était tu 2021, j'ai fait une année de pause, mais j'ai Ouais, réessayé en 2022. OK, OK. 2022, j'ai fait 6 concours, ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé à partager tout ça sur YouTube? Parce que tu avais pas commencé du tout YouTube avant, ça a vraiment été, du moment où tu commences ta prépa, hein? Ouais, c'était ça, c'est, YouTube, j'ai commencé en 2019, au moment où j'ai commencé ma prep. Et là, c'était un peu la même idée enfin, la même raison pour laquelle j'avais commencé Instagram, c'était de documenter mon parcours. Et c'était vraiment pour moi, en fait, savoir une trace de l'évolution, des progrès, voir d'où je suis partie, voir où j'arrive. Et à force, en fait, de créer des vidéos, ben, les gens se sont un petit peu, se sont pris au jeu, on va dire, et suivaient ma prep un peu comme une série. Parce que voilà, chaque semaine, voire même plusieurs fois par semaine, je mettais des vidéos en ligne et vraiment, je montrais ben, jour après jour ce que je faisais pour atteindre mon objectif de scène. Et je pense que ça a aussi aidé à beaucoup, d'autant plus démocratiser en fait le body Ouais. et de montrer aussi la réalité d'une prep. Parce que ce qu'on voyait du body sur les réseaux, c'est des filles avec des bikinis à paillettes magnifiques sur scène, mais on se rend pas compte de ce que c'est réellement une prep. Et mon but, c'était aussi de montrer la réalité, en fait, et de montrer que c'est pas tout beau, tout rose, et que c'est vraiment, c'est dur, c'est dur. Bah, je pense que tu fais partie d'une des premières, en tout cas francophones. Ouais. Parce que peut-être qu'on trouvait ça un peu sur le milieu, bah, américain ou anglais, mais en France ou même en Suisse, enfin, francophone quoi, c'est vraiment qu'il y avait, alors que toi, je sais pas, mais en tout cas, tu étais celle qui avait, la plus de visibilité, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses que cette visibilité et d'avoir fait ces preps, d'avoir, aussi fait de très bonnes places, tu vois, déjà, ça t'a permis, toi, parce que tu étais déjà coach avant, Mhm. vraiment d'agrandir cette visibilité et d'avoir un peu plus de clients? Oui et non. Donc moi, je suis coach depuis 2018, donc effectivement avant de faire des compétitions. Et déjà à l'époque, j'étais, sous l'eau. J'avais, j'avais une liste d'attente de plus de 100-150 clients, donc je dirais que ça m'a au niveau du coaching en soi, ça a pas forcément changé énormément. Mmh. J'avais déjà de la demande avant. Après peut-être un peu plus au niveau de l'image, on a l'impression que, ah bon, bah, vu qu'elle est pro, vu qu'elle fait des concours, elle est plus légitime à coacher, alors que les 2 n'ont absolument rien à voir. Tu peux ne pas faire de concours, ne pas être athlète body et être un coach excellent, voire en général, même les meilleurs coachs sont ceux qui ne sont pas athlètes, parce qu'ils se concentrent à 100 sur le coaching. Et à l'inverse, tu peux être un athlète incroyable, mais ça veut pas dire que tu peux coacher d'autres personnes, en fait. Mais aussi, je pense, l'image que tu renvoies aussi sur les réseaux où tu étais ben, forcément, tu as eu un niveau de sèche, assez, enfin poussé, quoi. Mmh. C'est pas du tout un niveau de sèche, on va dire, lifestyle, quoi, que tu as eu. Est-ce que ça a pas aussi parce que il me semble que je me rappelle de ça où tu avais dit: «Voilà, je suis pas votre body goal», quoi. Ouais. Et est-ce que tu as eu des filles qui venaient vers toi, qui disaient: «OK, bah, en fait, c'est ça que je veux, c'est, cette photo», quoi? Oui, oui, totalement, totalement. Et c'est aussi bah, en fait, c'est aussi un peu paradoxal, c'est qu'à la fois je montre un corps, enfin je je fixe un peu un idéal, physique, mais justement c'est pas un corps qu'il faut essayer d'atteindre dans la vie de tous les jours. Et du coup, j'ai toujours essayé de faire de la prévention. C'est pour les concours, c'est, vraiment je suis extrêmement sèche, mais c'est temporaire. Moi, je fais une sèche pendant 6 mois pour monter sur scène une journée et après je reprends le poids. Et j'ai toujours essayé de partager ce message et de faire un max vraiment bah, de prévention, en fait, de dire: «Ce n'est pas un objectif physique à avoir, dans la vie de tous les jours». Et à la fois, ben, en fait, rien que le fait de montrer mon corps sèche, bah, ça donne quand même envie. Donc ouais. Bah, en fait, c'est très, paradoxal parce qu'on va se dire, voilà, c'est là, tu as l'impression que, tu as été super, assidue pendant ta prépa, Mmh mh. alors qu'en vrai, l'assiduité, elle date déjà d'il y a avant, tu vois? Ah oui. Et c'est souvent, le on et off saison
où peut-être les personnes ont du mal à comprendre que c'est pas parce que tu reprends un tout petit peu de gras que c'est là où en fait tu t'en fous complet et tu manges n'importe quoi, tu vois. Non, totalement. Après, elles C'est se rendent pas compte aussi que justement un corps de sèche, un corps de scène, c'est un corps de scène et c'est pas un corps à avoir tous les jours. Et Mm, c'était aussi pour ça hein, que je documente au maximum, c'est pour montrer tout ce qu'il faut faire pour obtenir ce physique et montrer qu'en fait tout ce qu'on doit faire pour obtenir ce physique, c'est pas quelque chose qui est maintenable et que tu peux pas vivre en fait en mangeant 1500 calories par jour et en faisant 1 heure et demie de cardio 7 jours sur 7. mm. Enfin, Oui, c'est un tout, je comprends. mm. T'avais enfin une ou des sources d'inspiration quand t'étais en pleine prépa ou quoi, des choses qui te maintenaient un peu, tu sais, avec ton goal devant. Bah, rien que la pression de te dire: «OK, je vais monter sur scène devant des milliers de personnes», vraiment tu l'as la motivation. Tu te dis: «Je peux pas monter sur scène sans être prête», en fait. Enfin, tu fais Je tout pour, comprends. quoi, ouais. Et niveau, tu des filles comme ça où tu te disais, enfin qui t'ont un peu, motivé ou donné envie de faire des prépas? Alors de base, ouais, je regardais les vidéos de Nikki Blacketter. Mmh. Je Ah oui, oui. Ouais, elle était très connue dans le fit, bah, justement en 2015 au tout début de YouTube, des réseaux sociaux, du fitness et Mmh. cetera. Maintenant, elle est plus du tout là-dedans, mais de base, je regardais beaucoup ses vidéos. Elle avait fait une compétition. Il y avait aussi, Buff Bunny, hem, Mmh. Hailey Summers, qui ne fait plus non plus. Elle avait fait une compète, je crois, mais à l'époque, c'était plutôt elle. Et après, une fois que j'ai vraiment commencé les compètes, beaucoup plus intéressée justement à ce monde, parce qu'au début, je connaissais rien, hein, des bikinis, des Mmh. machins. Beaucoup plus des athlètes du genre, Isa Pecini, par exemple. Oui. J'ai vraiment toujours adoré son physique en tant que bikini et je pense que c'est aussi le physique auquel je me rapproche le plus. Mmh. Et vraiment, ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait vraiment rien, même sur, enfin, tu quand même eu des vidéos où, par exemple, je sais pas, le tan, des choses qu'il fallait, tu sais, vraiment être, bien hydraté avant, faire, des gommages. En fait, c'est des choses qui sont toutes cons, Ouais, mais qu'on savait pas enfin, vraiment, on savait pas du tout ça et tu l'as un peu apporté sur YouTube, quoi. ouais, ouais. Donc tu enchaîné quand même pas mal, hein, de prépa, en vrai, Ouais. d'années. Ce qui t'a, pas déclenché, il me semble, mais plutôt redéclenché Mmh. pas mal de, maladies, si on peut appeler ça comme ça, je sais pas trop, comment on peut appeler ça. Est-ce que si, tu avais su en 2019 que tu allais un peu redéclencher tout ça, dû à ton passif un petit peu où tu avais eu des TCA, où tu étais, anorexique et tout Mmh. ça aussi, hein, est-ce que tu l'aurais quand même fait? Je pense que oui, parce que, c'était quand même des expériences incroyables. Je suis quand même très fière de mon parcours, de ce que j'ai Mmh. accompli. C'est clair qu'aujourd'hui, je me passerais de ces soucis de santé. Ça fait 2 ans que j'ai presque bientôt 2 ans que j'ai terminé mes concours. Et je récupère encore aujourd'hui. Au niveau, Mmh. pour ceux qui ne savent pas, j'ai une hypothyroïdie, Hashimoto. J'ai des problèmes de cycle, donc je suis toujours en train d'essayer de réguler en fait, mon cycle menstruel. Je ne produis pas assez de progestérone et cetera, donc j'ovule pas, donc j'ai des cycles très irréguliers et cetera. Heu, donc ouais, je me passerai de tout ça, mais après est-ce que je regrette? Non, parce que si j'avais pas fait tout ça, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui, j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Donc ça sert à rien de regretter. Mais après, ce qui a beaucoup changé, c'est, bah, ce que ça m'a appris et moi de pouvoir aussi faire de la prévention par rapport à ça. Heu, Notamment auprès des filles qui, se disent: «Ah bah tiens, je vais me lancer dans les compètes parce que c'est cool, parce que Chloé elle l'a fait, parce que j'ai envie de lui ressembler, parce que hein». Oui, mais soyez consciente des conséquences. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, j'étais pas consciente à quel point ça peut impacter le corps et déséquilibrer le corps, surtout en tant que femme, au niveau des hormones et cetera. C'est beaucoup plus impactant que pour un homme, par exemple, et tu peux vraiment avoir des soucis, ben, pendant longtemps et j'en fais les frais aujourd'hui. Mais après, ça me permet justement de l'avoir compris et de savoir exactement ce que c'est et de pouvoir, voilà, mettre en garde, en fait. Parce que même, quand tu parles de cycle et tout, tu sais que, même moi, je me rendais pas compte à ce point-là qu'il y a déjà autant de filles, parce que maintenant que enfin, je suis un petit peu sur les réseaux et je côtoie quelques filles quand même aussi, tu vois? Qui te disent: «Voilà, est-ce que en fait, j'ai pas mes règles depuis, tant et tant d'années? Est-ce que c'est vraiment si grave que ça?» tu vois? Voilà, tout simplement. Et en vrai, mmh, c'est pas assez documenté. Ouais. Quand tu regardes sur internet, tu dis: «Est-ce que en fait, c'est vraiment grave de pas avoir ces règles?» Ouais, enfin, je trouve que c'est pas assez ça donne pas assez, d'importance, tu vois, à ça. On comprend pas vraiment le rôle vraiment, important et profond de ça. Alors ça, c'est clair et bah, c'est
pas pour rien aussi que dans ma team, donc j'ai une team de coachs, on a une, coach qui est spécialisée en santé hormonale justement et on essaye d'en parler beaucoup. On a fait des podcasts sur le sujet, l'importance du cycle menstruel et cetera. Ouais. Il faut savoir que dès 6 mois d'aménorrhée, donc 6 mois de sans règles, ça peut avoir des conséquences vraiment très, importantes sur la santé à long terme. Dès 6 mois et des fois, ben, voilà, moi ça fait depuis 2018 que je fais du coaching, du consulting et cetera, donc j'ai parlé à des centaines et des centaines de filles et je peux pas te dire le nombre de filles qui m'ont dit: «J'ai pas eu mes règles pendant 5, 10 ans», hem et le pire, c'est alors il y a 2 choses, c'est celles qui disent: «C'est pas grave, c'est pratique». Ouais. Donc vraiment Mmh. un manque total de conscience de, l'importance en fait d'avoir un cycle menstruel pour sa santé, et pour sa santé, générale, hein, même, la santé cardiovasculaire, la santé osseuse, la santé mentale, ça impacte le tout. Et l'autre chose, c'est en fait le discours de certains, professionnels de santé. Si on va auprès d'un médecin, on dit: «J'ai pas mes règles», heu, une question, c'est: «Est-ce que tu veux tomber enceinte?» Si tu dis non, enfin maintenant: «Est-ce que tu veux tomber enceinte maintenant?» Si tu dis non, ils disent: «C'est pas grave, le jour où tu es tombée enceinte, on s'en occupera». Ou la deuxième chose, c'est: «Est-ce que tu fais du sport?» «Oui». «Ah bah, c'est normal de pas avoir ses règles si tu es une femme Mmh. sportive». Absolument pas. Vraiment, absolument pas, si on n'a pas ses règles, il faut agir le plus rapidement possible pour essayer de les retrouver le plus rapidement possible et avoir un cycle, régulier, équilibré, sans, pas avec un SPM trop fort parce qu'avoir vraiment des SPM, à crever tous les mois, c'est pas normal non plus, enfin voilà. Mais tu sais que j'avais, une ancienne élève qui me disait ça et j'arrivais même pas à me dire enfin, elle était voir un gynéco et c'était en mode, «Ouais, voilà, tu veux pas d'enfant? Ben non. Bon, bah, c'est pas grave, on verra ça plus tard, c'est pas non plus dramatique, tu as 20 ans, voilà, bon, C'est ça. mais c'est fou!» Mais je me disais: «Mais en fait, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire face à un professionnel de santé?» Tu sais, tu as l'impression quand même que ce statut de médecin, il a plus de valeur qu'un statut de coach en ligne, enfin, Clairement. Clairement, les gens ont tendance à la parole du médecin, c'est la parole sainte. ouais, Alors je dis pas, hein, il f forcément, ils ont quand même des connaissances, ils ont quand même bah, oui. écouté les recommandations des médecins, mais on peut les remettre en question, en fait et on peut avoir un deuxième avis, on peut aussi dire se battre pour notre santé et dire: «Non, mais moi, si j'ai pas mon cycle, pour moi, c'est important et Mmh. non, je veux pas prendre la pilule et même si je vais tomber enceinte dans 10 ans, j'aimerais quand même avoir un cycle régulier maintenant». Et aussi, bah, il faut se dire, les médecins qui se disent: «On s'en occupera, quand tu voudras tomber enceinte dans 10 ans». Ouais, mais dans 10 ans, le jour où tu veux tomber enceinte, bah, si là, tu dois tout réguler, 10 ans de problèmes hormonaux, ça va prendre du temps. Ça peut prendre quelques mois, ça peut prendre quelques années et si à 30 ans, tu dis: «Ah, je vais tomber enceinte maintenant» et en fait, ça prend encore 5 ans pour réguler tes hormones pour être capable de tomber enceinte, alors que tu aurais pu mettre des choses en place 10 ans avant pour avoir un cycle, des hormones, en fait, régulées, bien avant, tu aurais aucun souci à tomber enceinte à 30 ans, quoi. Bah, même si on voit ton cas, parce que tu avais directement fait appel à une, alors c'était, je sais pas si c'était une docteure ou une chercheuse ou c'était Victoria, il me semble, qui était, Ouais, c'est pro là-dedans, quoi une et tu as toujours pas réglé, à 100. non, non. Ouais, c'est une chercheuse en santé hormonale, en santé féminine, en fait, Mmh. spécialisée dans les athlètes de haut niveau, qui est en train de faire son doctorat, donc elle sera médecin, prochainement. Mais non, effectivement, ça prend énormément de temps. Après, moi, j'ai un cas très spécifique dans le sens où j'ai un SOPK, plus l'hypothyroïdie, plus un manque de progestérone, plus. Et du coup, il faut vraiment essayer de travailler enfin, j'ai toujours été naturelle, je suis naturelle et en fait, réguler naturellement via le lifestyle, donc via l'alimentation, le mouvement, des bonnes habitudes, la gestion du stress et cetera, ben, ça prend du temps, en fait. Ça prend du temps et ouais. Ouais et c'est aussi d'ailleurs, on te l'a pas mal, alors j'allais pas reprocher, mais pointé du doigt. Alors l'alimentation flexible que tu as amené aussi quand même, même si c'était on en a déjà parlé, mais ça Ouais, et le naturel. Évidemment, on peut pas être aussi sèche, on peut pas avoir un physique, comme ça, alors que tu avais quand même enfin, tu fais quand même partie de celles qui ont documenté, je pense vraiment, limite du réveil au coucher, tu vois, toute ta prep. c'est ça. Donc Je pense que 98 des gens qui regardaient mes vidéos YouTube, à l'époque, bon, c'est pas que j'étais naturelle, mais bon, si vraiment j'étais pas naturelle, je ferais pas des préparations qui durent 7 mois pour, mais je pense aussi ouais, mais je pense aussi que parce que la catégorie bikini donc je sais pas si, en fait, je me souviens pas trop parce qu'à l'époque où je te suivais, ça m'intéressait pas trop, pas plus que ça, on va dire, les compétitions de ça ou en tout cas, j'étais pas aussi, enfin, je connaissais pas trop ça, quoi. Heu
la catégorie bikini, c'est un peu encore aujourd'hui, je trouve, un peu comme, alors je vais dire un truc, mais comme la sous-catégorie. Tu sais, la catégorie d'entrée dans les compétitions. Mmh. Et du coup, c'est un peu en... Et c'est vrai qu'il y a beaucoup quand même de filles qui font ça Ouais. après peut-être 6 mois de Mmh. fitness, tu vois. Et donc, du coup, d'avoir un physique musclé, parce que en fait, tu fais du soulevé de terre, parce que tu fais du squat, parce que tu as toujours fait des gros exos aussi. Ouais. Tu t'entraînais comme en fait un bodybuilder. Mmh. Tu as mangé comme un bodybuilder, machin, avec des grosses prises de masse. Bah, en fait, ça, tu vois, t'avais pas le même physique que la bikini type qui va concourir pour Ouais. la première fois. Ouais. Non, c'est sûr, ouais, bah, j'ai pris, 4 ans quand même et pendant mes premières 4 années de fit, j'étais quasiment tout le long en prise de masse, on va dire, où je Mm. mangeais beaucoup, où je soulevais vraiment lourd. Toujours, encore aujourd'hui, hein, je soulève lourd. On peut dire que je m'entraîne quasiment à l'inverse d'une bikini, Ouais. habituelle, mais c'est ça qui permet justement de vraiment développer sa masse musculaire et en fait, bah, pour faire des concours de body, même si on se dit bikini, les filles sont pas musclées, si, on a des muscles quand même, Ouais. bah, il faut il faut prendre le temps justement de développer sa masse musculaire et après il faut prendre le temps de se préparer quoi et pour perdre le gras. Ouais, Est-ce que je sais pas si le mot c'est vraiment celui-là que j'aimerais employer, mais est-ce que tu regrettes que malgré toi, il y a beaucoup de filles quand même qui ont voulu se lancer dans la compétition? quand même, quand même. Et c'est Ouais. pour ça que je fais autant de prévention, pardon, parce que beaucoup de filles se lancent dans les compètes déjà sans réellement savoir à quoi s'attendre. Mm. Et peut-être qu'elles ont regardé quand même mes vidéos YouTube et tout, mais elles se disent que c'est pas grave ou que c'est pas si dur que ça. Parce que concrètement, si on ne le vit pas, on se rend pas compte. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont essayé de faire une préparation et au final, au milieu, elles ont lâché parce que c'était trop difficile ou parce qu'elles avaient des soucis avec l'alimentation, etc. Mais en général, c'est parce qu'elles le font pour les mauvaises raisons. C'est justement, elles le font parce que c'est cool sur Instagram, parce qu'elles pensent Mm. que ça va leur donner plus de légitimité dans le coaching, parce qu'elles veulent ressembler à une athlète, que ce soit moi ou d'autres. Euh, Parce qu'elles elles s'imaginent qu'en faisant une préparation, elles seront enfin adhérentes au sport, à l'alimentation. Tu vois, elles sont un peu on et off. Elles se disent si je fais une compète, là, j'aurai pas le choix, il faudra que je sois disciplinée. Ok. Alors qu'en fait, ça, c'est toutes des choses qu'il faut. Enfin, il faut être déjà avoir ses habitudes en place avant de se lancer dans les compètes. Et elles ne se rendent pas compte aussi bah, des conséquences sur la santé, justement. Et j'ai vu, en fait, beaucoup, beaucoup, beaucoup de filles qui ont été un peu détruites à cause de ces préparations. Ou alors elles sont allées jusqu'au bout, mais l'après-compétition a été très compliquée parce que s'il y a la relation avec leur image d'elles-mêmes, la reprise de poids, des craquages complets, vraiment de l'hyperphagie en fait, parce qu'elles ne savaient pas du tout comment gérer l'après, etc. Et donc j'ai vu quand même des filles qui ont vraiment ramassé et certaines filles m'avaient dit, enfin, je me suis lancée dans la compète parce que j'ai vu tes vidéos, parce que j'ai vu tes photos, etc. Et malgré ben, toute ma prévention et malgré... Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que ben, je pense que je suis vraiment faite pour ça, dans le sens où, pour moi, mes préparations, oui, c'est dur mais c'est pas si dur que ça pour moi. Dans le sens où j'adore ça, vraiment, moi, je prends du plaisir, etc. L'après-compétition, quand je reprends du poids, je le gère très bien parce que moi, je m'aime pas. Hein. Quand je suis autant sèche que pour la scène, c'est pas un physique que j'aime. Et du coup, reprendre du poids, pour moi, bah, c'est facile, en fait, parce que je me préfère. Du coup, j'ai jamais eu non plus trop de soucis avec l'alimentation sur l'après. Et après, aussi ma génétique. Alors oui, j'ai vraiment j'ai bossé hein, pour avoir la masse musculaire et le physique pour, mais la génétique, elle joue un rôle dans le body. Si t'as pas les bonnes assertions, si t'as pas les bonnes lignes, t'as pas, t'es pas avantagé et tu vas pas forcément plus loin. Et beaucoup de filles n'ont pas le potentiel en fait pour elles, se rendent pas compte. Et une fois qu'elles montent sur scène, bah, elles sont déçues parce qu'en fait il y a beaucoup de choses qui jouent pas quoi. Et aussi le fait que je pense peut-être rappeler que la compétition, c'est un peu la cerise sur le gâteau de tout le bodybuilding, Mm. mais que si tu n'aimes pas en fait déjà ça et que si dans ton off ou enfin avant de faire la première compétition, t'as pas déjà été super carré Mhm. avec vraiment des macros ou alors une diète fixe, enfin, ça dépend de comment tu gères le truc et que t'étais pas tout le temps à aller t'entraîner et que au moindre souci ou au moindre fatigue ou à la moindre voilà incompréhension machin directement tu laisses un peu tomber, c'est clair que bah, la prépa va être très, 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 Ah très ouais, compliquée, quoi. ouais, clairement, il faut avoir le mental aussi. Mm. Il faut aussi avoir le Oui, oui, mental c'est sûr. et ça, faut le comprendre en fait avant de commencer. Ouais. Comment tu te sens aujourd'hui face aux réseaux sociaux? Parce que tu as eu quand même une montée assez
enfin, tu avais une grosse montée quand même avec, YouTube, ça a quand même mis, pas mal de visibilité, Mmh. même si tu étais déjà connue un petit peu avant sur YouTube, sur, Instagram, il me semble. Mais, comment tu gères maintenant ces réseaux sociaux qui ont un peu changé quand on t'écoute? Ouais. Alors effectivement, les réseaux sociaux, le monde des réseaux sociaux déjà est très spécial. Moi, j'ai toujours essayé d'être la plus, vraie possible, la plus authentique, montrer vraiment les choses comme elles sont et cetera. Mais là, les réseaux sociaux sont vraiment un peu en train de changer et il y a énormément, ça devient vraiment plus du business. Beaucoup de fake, beaucoup de réchauffé, beaucoup de répété, beaucoup de copiage, ouais. Ouais. Copier-coller, on voit tout le temps la même chose et c'est vrai que j'ai beaucoup de peine avec ça, en fait et après moi, ça fait aussi, ben, depuis 2016-2017 que je répète les mêmes choses et d'un point de vue personnel, en fait, j'en ai un petit peu marre, on va dire, de toujours dire les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, même si c'est nécessaire, en fait, parce que, bah, les gens ont besoin d'entendre plusieurs fois les choses avant de les comprendre. Ouais. Au moment où tu les dis, ils sont pas toujours prêts à l'entendre, donc il faut des fois du temps pour qu'ils évoluent, pour qu'ils se disent: «OK, là, maintenant, ce qu'elle dit, je l'entends, je le comprends, je l'assimile». Et après, ben, on voit que la majorité de la population n'est toujours pas éduquée par rapport à la nutrition, au sport et cetera, donc il faut répéter les mêmes choses, mais c'est vrai que Mmh. d'un point de vue personnel, au bout d'un moment, ben, j'en ai un peu marre, en fait et aussi montrer ma vie, il faut se rendre compte que vlogger, c'est énormément de temps et ça fatigue. C'est tu filmes tout le temps, tout ce que tu fais. «Ah là, je mange, faut que je filme. Là, je fais ça, faut que je filme». Tout le temps, tout le temps, tout le temps se filmer. Honnêtement, c'est quand même une charge mentale, c'est fatigant. Après tu as derrière encore tout le montage et cetera et du coup, c'est vrai que ça fait un petit moment que je filme un peu moins. J'essaye quand même de continuer YouTube parce que j'aimerais quand même continuer à aider, continuer à apporter des choses, continuer à partager mon message, en fait. Mais en même temps, j'en ai un Il peu y a la vie perso marre, aussi. ouais. Je comprends Donc et puis quand je pense que quand tu es, un peu, tellement visible et tout ça et que tu as vlogué parce que les vlogs, c'est quand même un format un peu spécial où tu as l'impression vraiment de rentrer, tu sais, dans la vie, des gens et de connaître, en fait, la personne vraiment que tu as en face. oui, alors après ça c'est encore autre chose. Il y a, alors au tout début de YouTube, je montrais vraiment tout, quasiment vraiment toute ma vie. À l'époque, j'habitais avec, mon ex, donc on le voyait dans les vidéos, on voyait un peu toute ma vie et petit à petit, c'est vrai que mes vidéos YouTube, quand elles ont vraiment pris de l'ampleur, hem, les gens ont eu l'impression de connaître toute ma vie, de faire partie de ma vie et c'est devenu un peu une série télé, voire même, une série de télé-réalité. Mmh, ouais. Et les gens attendaient un petit peu la prochaine vidéo et au bout d'un moment, ils commençaient de vraiment s'immiscer dans ma vie comme si, ils me connaissaient, comme si j'étais leur meilleure pote, comme si et en fait, au moment, notamment quand je me suis séparée de mon ex, ça a vraiment explosé. Dans le sens où, je mettais une boîte à questions sur Instagram. Je pense que 90 des questions, c'était que par rapport à Mmh. et les gens ont commencé à faire des hypothèses sur la raison de notre séparation, comme quoi il m'avait trompée, comme quoi c'est vraiment allé très, très Ah ouais! loin. Ouais. Ah oui, c'est fou. J'avais aucune idée, il y a eu aucun drama en plus dans la vie réelle, il y a eu aucun drama, enfin voilà et c'est vraiment allé loin et au bout d'un moment, j'ai un peu dû mettre un stop et dire: «Ma vie privée ne regarde personne», et déjà avant ça, j'avais un peu, arrêté de autant montrer ma vie et c'est vrai qu'aujourd'hui, je montre quasiment plus rien de ma vie privée. Je montre ce que je fais pour le sport, l'alimentation et cetera mais au bout d'un moment, voilà, j'ai un peu dû, faire un step back et dire: «OK, là, il faut peut-être que ça prend des proportions un peu trop énormes et les gens ont vraiment l'impression, bah, de te connaître, en fait et parfois, c'est aussi un peu une relation que dans un sens et les gens ne se rendent pas compte de ça, c'est qu'ils ont l'impression qu'on est copines, mais Oui. les filles ne se rendent pas forcément compte qu'en fait, moi, je les connais pas. Je les ai jamais vues et par exemple, bah, des fois, on a des réactions très virulentes, on va dire. Une fille qui t'écrit 2-3 fois et si tu lui réponds pas parce que je reçois des centaines de messages par jour, parce que ça se perd dans mes DM, parce que nanana, on se fait insulter. C'est: Ah ouais, «Ah, d'accord. tu es une connasse, tu réponds pas, l'autre influenceuse X machin, elle me répond tout le temps, toi tu te prends je sais pas quoi, tu prends» enfin Mmh. et ouais, c'est spécial quand même. Oui, c'est vrai que c'est spécial parce qu'en fait, quand tu as publié ces premières vidéos, vlog, Mmh mh. tu t'attendais pas forcément à ça. En fait, tu as juste, fait naturellement un peu, ce que tu montrais ta vie et puis, en fait, ça a pris des proportions, assez Exactement grandes, ça. quoi. Ouais, bah, en fait, Mmh. tout mon parcours sur les réseaux, j'ai jamais rien planifié. Ça a toujours été, ben, voilà, je documente mon truc, je fais mon truc, et au final ça a pris. Mais, ouais, c'était jamais, j'avais jamais prévu en fait ça. Ouais, c'est fou, on se dit,
enfin, voilà, tu as un nombre d'abonnés, mais on parle pas non plus de, je sais pas, Squeezie, tu vois? Ouais, Ou Thibaut InShape, tu vois? ah non, clairement. Et déjà d'avoir tellement de charge mentale comme ça là-dessus, sur un nombre d'abonnés haut, mais on va dire, voilà, toute la planète te connaît pas non plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment assez aberrant quand même. Je me suis toujours dit: «Mais imagine si j'avais 2 millions quoi». Ouais. Tu peux plus vivre, en fait. Avec ma petite échelle, que ce soit déjà aussi, poussé. Enfin, après, il y a peut-être justement le fait que je ne sois pas autant connue que ça. Les gens ont encore plus l'impression d'être Ouais. proches peut-être et du coup se permettent Mmh. peut-être encore plus. Parce que quand c'est quelqu'un qui a 2 millions, ils s'attendent à ce que la personne ne réponde pas. Alors que moi, Ouais. vu que je suis quand même, je reste plus accessible et aussi, bah, avec mes vidéos YouTube, et cetera, les gens pensent être plus proches de moi, je pense. Mais ouais, c'est dingue. Un peu bizarre, ouais, je comprends. Est-ce que pour toi, du coup, dans l'avenir, c'est envisageable de refaire une compétition ou pas du tout? Non, je pense pas. Je pense pas. Tu penses pas? Non. Comme, bah, j'ai 30 ans justement, Mmh. et voilà, je suis en train encore de, ben, comme je l'ai expliqué, d'essayer de retrouver une santé optimale, en fait, au niveau de ma thyroïde, au niveau de mon cycle, et cetera, et je pense que ça va aller encore un petit moment. Donc le jour où j'aurai vraiment, voilà, un cycle régulier, des que je vais de nouveau ovuler, on va dire, que peut-être ma Mmh. thyroïde ira mieux, et cetera. J'aurais pas envie de recommencer une PrEP et de tout refoutre en l'air. Surtout, ben, voilà, dans l'idée d'avoir éventuellement des enfants un jour. Si ça me prend Mmh. encore 2 ans de retrouver une bonne santé, j'ai 32 ans. Je refais une PrEP, le temps de rééquilibrer, j'aurai 35. Enfin voilà, il faut quand même, tu vois, penser à l'avenir. Ma santé passe toujours avant, ma vie privée passe toujours avant, que les compètes, et cetera. Donc là, c'est pas prévu en tout cas. Donc c'est plutôt une question niveau santé, plutôt que, attrait à ça, quoi? Ah total, total, parce que là, si Mmh. ma santé allait bien et que je pouvais refaire des concours, genre je commencerais aujourd'hui, hein. OK. Bon. Bon, bah, c'est pas pour, c'est pas pour maintenant, quoi. Non, 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 clairement. Est-ce que tu aurais peut-être un ou alors, plus de conseils à des filles qui voudraient peut-être se lancer dans, justement, une compétition dans la catégorie bikini? Alors déjà, s'assurer de le faire pour les bonnes raisons. Vraiment, vraiment, le faire pour soi, savoir pourquoi on le fait et pas juste parce que c'est cool, parce qu'on veut ressembler à quelqu'un, parce que nanana. Première chose, vraiment le faire pour les bonnes raisons. Être sûre d'être prête sur tous les plans, que ce soit, niveau masse musculaire, donc vraiment avoir suffisamment de masse musculaire. Manger assez, on peut pas commencer une PrEP en mangeant, 1000 calories par jour. Enfin, Mmh. si tu commences ta PrEP quand tu manges déjà 1500 calories par jour, tu arriveras pas au bout parce que si tu as 10 kilogrammes à perdre, t voilà. Métaboliquement, être dans une bonne position. Avoir le temps, parce qu'une PrEP, ça prend énormément de temps entre les entraînements, le cardio, le meal prep, le posing, et cetera, voilà. Financièrement aussi, avoir les moyens, parce que ça coûte cher de faire des concours. Juste pour info, en 2022, j'ai fait 6 concours, bon, dans des pays différents, et cetera, mais j'ai dépensé 15 000 balles pour mes concours. Mmh. Donc juste quand même, garder ça en tête et avoir aussi, le système de soutien. Dans le sens où déjà avoir un bon coach, bien choisir son coach. Mmh mh. Attention, ça c'est vraiment, presque le plus important. Mais aussi être sûr que son entourage, te soutient, que tu peux compter sur eux et pas que ce soit des gens qui essayent toujours de te rabaisser, de te décourager, et cetera. Avoir des gens sur qui tu peux compter et qui te soutiennent. Finalement, encore 2 choses, s'assurer d'utiliser les bonnes méthodes. Donc éviter, ben ça rejoint aussi le choisir le bon coach, c'est de ne pas faire des PrEP, avec des croyances d'il y a 20 ans où on a juste un meal plan avec, asperges, riz et poulet et c'est tout pendant 6 mois. Mmh. Parce que là, au niveau santé et niveau relation avec la nourriture, et cetera, c'est catastrophique. Donc là, on fonce droit dans le mur. Et dernière chose, et je sais plus ce que je vais dire maintenant. Merde. Un autre truc. Ah oui, s'assurer de, prévoir suffisamment de temps. On voit Mmh. énormément de PrEP qui se font en 8 ou 12 semaines. Non, Ouais. assurez-vous de prévoir au moins 4 à 6 mois pour, être prête pour la scène parce que ça prend toujours plus de temps que ce qu'on imagine. En tout cas naturellement. Mmh. On sous-estime toujours le gras qu'on doit perdre Total. pour être sur prête sur On scène. dit, on perd un petit peu de gras, on se dit: «Ah, je suis bientôt prête» et en fait, non, la fille, elle a encore 5-10 kilogrammes à perdre, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup Chloé. Merci pour ton temps. Merci Je pense à que toi. ça va, plaire. En tout cas, j'ai déjà hâte de lire vos commentaires et d'avoir vos retours là-dessus. Comme j'ai dit au début, je pense que ça a fait plaisir à plusieurs d'entre pas que d'entre elles, mais aussi, peut-être les hommes, hein. Je sais que, il y en a beaucoup qui te suivaient aussi d'ailleurs Mmh mh. et merci beaucoup. Je Merci. te souhaite une très bonne journée et puis, ciao.